Travailleuses, travailleurs. Dans cette élection, je suis la seule candidate à m'être déjà présentée en 1974 contre Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Et je n'ai rien à renier de ce que je disais, contrairement à Jacques Chirac qui s'employait à l'époque à faire élire Giscard ou à Georges Marchais qui soutenait Mitterrand sans l'ombre d'une critique. Comme en 1974, je suis toujours une employée de banque. Je n'ai changé ni de conditions sociales, ni de convictions politiques. Je ne prétends pas, contrairement à d'autres, parler au nom de tous les travailleurs, mais moi, je parlerai en tant que simple travailleuse. Je me présente à nouveau dans cette élection contre des avocats, des économistes, des politiciens professionnels, parce que je crois toujours que les travailleurs, ouvriers et employés, et tous ceux qui vivent de leur travail sans exploiter personne, petits commerçants, artisans, paysans, qui produisent toutes les richesses et sur lesquels repose toute la société, ont d'autres droits que de faire les frais de la crise et de se taire. Les travailleurs ne feraient pas plus mal que ces représentants des classes riches, soi-disant éduqués et éclairés, qui gouvernent depuis tant et tant d'années. Sous leur direction, la société n'est-elle pas en crise? Ils nous font vivre dans un monde où l'augmentation de la productivité est une calamité, parce qu'on n'arrive pas à vendre tout ce que l'on produit, alors que tant de gens manquent du nécessaire. Dans un monde où les bonnes récoltes sont une catastrophe, car l'on voit alors les produits de l'agriculture pourrir sans être commercialisés. Non, travailleuses, travailleurs, nous ne ferions pas plus mal si nous étions directement à la gestion des affaires, au lieu d'être simplement ceux qui produisent pour que des parasites gâchent le fruit de nos efforts. Et une des raisons de ma candidature est de permettre aux travailleuses et aux travailleurs de voter pour l'une d'entre eux. Et puis, en 1974, j'étais la seule femme à oser me présenter. Aujourd'hui, nous sommes 3 candidates, et c'est un progrès. Mais aucun des 4 grands partis, ceux qui ont, paraît-il, des chances de l'emporter, n'a jugé bon de se faire représenter par une femme. Pour eux, les femmes ne sont bonnes qu'à les seconder, voire à les conseiller en coulisses, mais pas à diriger en plein jour. Ils se sont dit, tant ils méprisent les femmes, une femme ce n'est pas crédible, mais les femmes n'osent pas voter pour elle. Et parce qu'au fond, ils méprisent aussi les hommes et qu'ils leur prêtent à tous leurs propres préjugés, ils se sont dit aussi, les hommes ne voteront pas pour une femme. Eh bien, je souhaite que les électeurs et les électrices, qui représentent plus de la moitié du corps électoral, leur donnent à ces 4-là une bonne leçon et fassent en sorte qu'au soir du premier tour, il y ait au moins une femme parmi les 4 premiers à la place de l'un d'entre eux. Et puis, je suis une candidate de gauche, mais je dis qu'il faut secouer les dirigeants de cette gauche, car le combat que se livrent le Parti communiste et le Parti socialiste se résume à se détruire le plus possible l'un l'autre pour quelques postes de ministres en plus ou en moins. Et cela n'a rien à voir avec les intérêts des travailleurs. Et puis, tout le passé de Mitterrand incite à la défiance, car il a déjà changé de parti, il a déjà renié ses promesses, mais il a toujours défendu, quand il était au gouvernement, et il y a été longtemps, les intérêts des industriels et des banquiers. Et quelle confiance faire à Marchais, qui il y a 7 ans soutenait Mitterrand sans réserve, qui a rompu en 1977, qui s'est réconcilié pour une semaine entre les 2 tours en 1978, et qui remet très vite dans sa poche toutes ses critiques si le Parti communiste obtenait des ministres. Non, la gauche, c'est autre chose. Ce sont des femmes et des hommes qui travaillent ou qui sont au chômage, qui voient l'avenir bouché, qui voudraient que cela change et qui savent qu'il n'y a rien de bon derrière les combinaisons politiques des dirigeants de la gauche. Alors, travailleuses, travailleurs, vous pouvez dire si la gauche doit avoir le visage de ces gens-là ou si la gauche doit avoir l'honnêteté, la sincérité et le franc-parler des gens du peuple. Mais si je veux offrir un autre visage de la gauche, ni ma candidature, ni mes critiques contre François Mitterrand ou Georges Marchais n'ont pour but de faire obstacle à la possibilité de victoire du candidat de gauche. Car je suis solidaire des millions de travailleurs et d'électeurs de gauche qui souhaitent, avec ou sans illusion, que Mitterrand l'emporte au 2e tour. Car il est certain que tous les travailleurs doivent voter contre Giscard et Chirac, les hommes de la majorité au pouvoir. Et quand je dis tous les travailleurs, je parle non seulement de tous les ouvriers, les employés, mais de toutes les classes moyennes auxquelles Giscard et Chirac font des promesses, mais qui seront sacrifiées par eux aux intérêts des grandes sociétés si demain la crise s'aggrave. C'est pour cela que je me présente à vos suffrages. Moi, une travailleuse, une femme du peuple, une candidate vraiment de gauche. Bonsoir.
Battre Giscard d'Estaing, changer vraiment, tel est mon objectif, tel est le sens de ma candidature à l'élection présidentielle. Il est significatif d'ailleurs que le tirage au sort m'ait désigné comme le premier candidat qui s'adresse ce soir à vous. Naturellement, vous connaissez le bilan de la politique giscardienne, de son septennat. C'est la raison pour laquelle, durant mes émissions de télévision, je n'entends pas m'y arrêter. Je considère en effet que les chômeurs, par exemple, n'ont pas besoin qu'on leur explique que le chômage est un drame pour eux-mêmes, pour leur famille, pour la nation. Les familles populaires qui ont du mal à vivre, à boucler leur budget à la fin du mois, n'ont pas besoin qu'on leur explique qu'il est dur de se priver, de priver ses enfants, parfois sur l'essentiel. Par conséquent, j'entends, pour ce qui me concerne, me consacrer à ce qui est essentiel, à savoir, peut-on sortir le pays de la crise? Peut-on mettre un terme au chômage? Peut-on assurer le progrès social? Peut-on résoudre les grands problèmes posés à notre peuple, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'école, du logement? Peut-on satisfaire les besoins et les aspirations de la paysannerie laborieuse? Ma réponse est oui. 3 moyens pour atteindre cet objectif, ces objectifs. Le premier moyen, il faut des choix clairs, nets et précis. Autrement dit, des objectifs correspondant aux intérêts, aux aspirations des Françaises et des Français. Des objectifs, mais aussi les moyens de les atteindre. C'est ce que j'ai fait avec mes 131 propositions qui ont été largement diffusées dans tout le pays. Le deuxième moyen, il faut un mouvement populaire largement majoritaire. Un mouvement populaire qui trouve son prolongement dans l'union de la gauche et jusqu'à y compris dans un gouvernement socialiste communiste. C'est ce que nous voulons. Et nous sommes prêts, nous les communistes, à assumer toutes nos responsabilités à la direction des affaires du pays. Troisième moyen, eh bien, il faudra lutter. Vous le savez par expérience, jamais la bourgeoisie, jamais le patronat ne vous ont accordé quelque avantage que ce soit si vous ne l'avez imposé par la lutte. Ceux qui vous promettent de vous apporter le bonheur sur un plateau d'argent, ceux qui vous disent votez pour moi et après je ferai le reste, ce sont des démagogues. Moi, au contraire, je m'adresse à vous en vous disant, en définitive, la clé du changement, c'est vous qui l'avez entre vos mains. Eh bien, c'est à ces 3 moyens-là que j'entends donc consacrer mes explications. Pourquoi? Mais parce que je veux que les Françaises et les Français, le 26 avril, au premier tour, puissent se prononcer, se déterminer en toute connaissance de cause, lorsqu'ils iront dans l'isoloir. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un grand débat démocratique. J'ai déjà parlé à plus de 600 000 personnes dans mes réunions, et à la télévision, j'entends m'adresser à vous avec la même franchise, la même honnêteté. Parce qu'en définitive, oui, je le répète, c'est de vous que tout dépend. Votre avenir, l'immédiat, votre avenir, l'avenir de la France, il est entre vos mains. C'est dire toute l'importance de cette élection présidentielle qui peut enclencher le changement dont vous avez besoin et auquel vous aspirez.
Bonsoir. C'est la seconde fois que les écologistes sont présents dans une élection présidentielle en France. Et ce n'est pas la dernière. En 1974, René Dumont, l'agronome de la faim, avait attiré l'attention des Français sur un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de survie de l'humanité. La pollution, la population mondiale, les relations avec le tiers-monde et la crise de l'énergie. Ces questions demeurent extrêmement préoccupantes, mais l'opinion a été alertée, la communauté scientifique internationale a été alertée. Un certain nombre de nouveaux problèmes se sont maintenant rajoutés à ces questions fondamentales. Ces nouveaux problèmes, vous les connaissez. C'est l'inquiétude du lendemain, c'est la crise économique, c'est le chômage, c'est l'inflation. On a l'impression aujourd'hui que le progrès tourne à l'envers. Le progrès, en principe, c'était que chaque jour qui passe apportait du nouveau et du meilleur. Eh bien, malheureusement, là, chaque jour qui passe, on a l'impression que ça va de plus en plus mal. Il y a de plus en plus de chômage, il y a de plus en plus d'inflation. Eh bien, l'écologie, elle aussi, elle a changé en 7 ans. L'écologie, ce n'est pas simplement la protection de la nature. L'écologie, elle a vocation maintenant à répondre à tous les problèmes que se posent les Français. Elle a vocation à proposer maintenant un choix de civilisation. Ce choix de civilisation, je l'appellerai la société post-industrielle. Cette société post-industrielle, à mains égards, nous sommes déjà dedans. Quand on regarde la formidable aventure de la navette spatiale, on se rend compte à quel point aujourd'hui le progrès des sciences et des techniques a pu bouleverser le monde contemporain, à quel point même il a pu bouleverser notre vie quotidienne. Eh bien, le progrès des sciences et des techniques nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir de façon beaucoup plus optimiste. Et par exemple, de produire autant et de vivre mieux en travaillant beaucoup moins. Ce progrès des sciences et des techniques, finalement, il a fait plus pour changer le monde que toutes les doctrines et les mots en isme auxquels, finalement, malheureusement, il faut bien dire que nous comprenons pas grand-chose. Les mots comme capitalisme, les mots comme socialisme, les affrontements entre partis de gauche et de droite, non. Nous autres écologistes, nous pensons qu'il faut aller au-delà de ces querelles. Passer à la société post-industrielle aujourd'hui, c'est répondre à 5 grandes priorités. Première priorité, protéger la vie. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette vie est menacée. Vous avez en France 50 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent. Vous avez 40% des espèces animales et végétales qui sont mises en péril. Et puis, la vie, c'est peut-être aussi ce que nous avons de plus important, c'est notre santé. Eh bien, la consommation de médicaments augmente en France. De plus en plus, les Français ont l'impression, et ils ont raison, de vivre comme des fous. Alors, la première priorité, c'est d'abord de vivre de manière plus détendue, dans un environnement qui soit moins pollué. Deuxième priorité, briser la solitude. Ce qui est effarant actuellement en France, c'est que de plus en plus, les gens se retrouvent entassés dans des grandes banlieues où ils ne se connaissent pas. Les personnes âgées sont mises à l'écart. Les enfants n'ont plus d'espace pour se retrouver. Dans notre société, on ne communique plus. Eh bien, notre deuxième priorité, briser la solitude, c'est rétablir la communication. C'est vivre dans un urbanisme où chacun ait le temps de se voir et de se connaître. Troisième priorité, domestiquer l'économie. L'économie est devenue une machine folle à laquelle personne ne comprend rien. Eh bien, ce n'est pas nous qui devons être au service de l'économie, c'est d'abord l'économie qui doit être à notre service. Et en étant à notre service, elle peut créer beaucoup d'activités. Mais nous ne créerons pas des emplois à l'infini. Aujourd'hui, on peut déjà partager le travail, c'est-à-dire travailler moins. Et pour résoudre la question du chômage, c'est cette direction-là qu'il faut prendre en priorité. Quatrième grande priorité du programme des écologistes, développer la solidarité mondiale. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 50 millions de personnes qui meurent de faim chaque année. La France a un autre rôle à jouer que de vendre des armes. Dernière priorité, la démocratie du quotidien. Aujourd'hui, face à l'administration, face à la politique, les citoyens ne peuvent rien dire. Il faut libérer les énergies, il faut décentraliser, il faut libérer l'information. C'est en répondant à ces 5 grandes priorités, aujourd'hui, que nous pouvons passer dans la société post-industrielle, et c'est ce que nous, écologistes, proposons à la France.
Bonsoir. Nous avons 5 minutes ce soir pour faire connaissance. 5 petites minutes pour que vous commenciez à vous dire avec moi qu'autre chose est possible. Parce que pendant ces 15 jours de campagne, je voudrais vous dire 2 choses. D'abord, que ce qui nous arrive, ce n'est pas fatal. Ce n'est pas fatal que des enfants soient rejetés hors de l'école dès leur premier échec scolaire. Ce n'est pas fatal que des jeunes à 16 ans soient obligés de passer de l'intérim à de petits boulots sans autre perspective que le chômage. Ce n'est pas fatal que des agriculteurs soient obligés de quitter des régions riches et leur exploitation agricole pour venir s'entasser dans les banlieues des villes. Ce n'est pas fatal que des gens vivent auprès de centrales nucléaires avec toute leur vie la peur au ventre en se disant « et s'il arrivait un accident ?» Et ce n'est pas fatal non plus que le meilleur des richesses de ce pays aille s'entasser dans des silos de bombes atomiques. Et tout cela, c'est la politique de la droite. Cette droite, crispée sur des privilèges et qui nous gouverne depuis si longtemps. Parce que ça rapporte les licenciements, ça rapporte l'armement, ça rapporte la construction, la concentration dans l'industrie, dans le nucléaire, dans l'agriculture. Et moi je vous dis, tout ça, ça n'est pas inévitable. Alors, quoi d'autre? Il y a Giscard, et puis il y a Mitterrand. Et il n'y aurait que 2. Faut-il se résigner pour battre la droite à cette gauche vieillie qui ne pense la politique qu'en termes de concurrence entre des partis? Alors, c'est la 2e chose que je voudrais vous dire. Cette campagne, ce n'est pas moi seulement qui voudrais la faire. Je voudrais que ce soit une occasion pour vous de vous emparer de la politique. Parce que nous sommes trop habitués à laisser les autres décider à notre place. Pour la moindre démarche, ce sont des bureaux, des administrations. Et les décisions nous viennent d'on ne sait pas où. Puis il y a les hommes, les femmes, les travailleurs qu'on déplace comme des pions. Parce que on met une entreprise ici et on en ferme une autre là. Et puis, il y a notre vie, à nous, les femmes, dont on parle si peu. Celles qui ont un emploi et qui gagnent 1/3 de moins que les hommes en moyenne. Celles qui restent à la maison pour élever les enfants. Et puis les femmes plus âgées, qui n'ont que de toutes petites pensions. Parce que les femmes, ça n'a jamais de grosses retraites. Et nous sommes 18 millions de femmes. Nous pourrions être une force. Et pourtant, on parle tellement peu de nous dans les grands débats politiques. Alors moi, je vous dis, si nous profitions de cette occasion qui nous est donnée dans la campagne pour tenter de peser pendant ces 15 jours, je vais analyser avec vous, proposer des solutions, mais je ne vous dis pas tout de suite, votez pour moi. Attendez donc, attendez de voir quelles solutions je propose. Et puis, si vous êtes d'accord, alors vous vous direz peut-être que le premier tour, c'est important, et que le 6 avril, vous pourriez décider avec moi de notre avenir commun.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Michel Crépeau, j'ai 50 ans, je suis rochelais et je suis candidat à l'élection présidentielle parce que je suis l'héritier d'une des grandes traditions politiques de la gauche, la tradition radicale que j'ai essayé de transformer, de rassembler, de rajeunir surtout. Et je voudrais bien ne pas être un candidat comme les autres, parce que si je dois être un candidat comme les autres, pour vous dire la même chose que les autres, ma candidature ne sert rigoureusement à rien. Ce que je crois indispensable, par contre, c'est d'ouvrir avec vous un dialogue sur ce que doit être l'avenir de la France, mais surtout votre avenir, à vous, Français. Parce que la France, c'est d'abord l'ensemble des Françaises et des Français. Les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux, qui sur le terrain, sur le tas, dans la vie, dans nos villes, à la campagne, partout, connaissent les difficultés de l'existence que j'ai connues quand j'ai exercé ma profession. Parce que moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. J'ai pendant 20 ans exercé mon métier, beaucoup travaillé, connu les problèmes qu'on a pour régler les impôts, la sécurité sociale, attendre les clients. Je sais très bien ce que c'est. Je n'ai fait de la politique qu'après. Alors cette expérience, je l'ai. Et je voudrais la mettre au service de ce pays parce que le langage politique, il sonne faux. Moi, je l'entends très mal. Je l'écoute mal. Je vois des gens qui sont toujours les mêmes, qui viennent vous présenter des catalogues, ont de grands états-majors, des chiffres, etc. et qui me semblent à 100 lieues, absolument à 100 lieues de la façon dont nous voyons les choses. Nous, les provinciaux, moi je suis un provincial, j'exprime dans cette affaire la voix du bon sens, de la gauche réaliste. C'est le slogan que j'ai choisi pour ma campagne électorale, la gauche réaliste, parce que, comme maire de La Rochelle aussi, eh bien, j'ai vécu toutes ces difficultés, cette nécessité, je les vis tous les jours, cette nécessité qu'il y a de se battre sans arrêt contre les ministères parisiens, un État jacobin, centralisé, un État en béton qui nous écrase. Alors, il faut se battre tout le temps. Et je crois qu'il faut non seulement changer de politique, c'est important, mais qu'il faut changer la politique, changer la manière d'en faire. Alors, j'entends bousculer la droite, parce que ces gens, enfin, écoutez-moi, il y a 23 ans qu'ils sont là, qu'ils y sont ensemble, qui font les mêmes discours, les mêmes promesses, les mêmes catalogues. Êtes-vous satisfait de M. Giscard d'Estaing? Êtes-vous satisfait de M. Giscard d'Estaing? Moi, je ne connais qu'une personne qui soit satisfaite de M. Giscard d'Estaing, c'est lui. C'est lui. Eh bien, les Français ne le sont pas, ils veulent changer. Mais la gauche, qu'est-ce qu'elle propose? Je suis un homme de gauche, je me suis toujours battu avec la gauche. C'est parce que je crois en la gauche que je voudrais changer la gauche, lui rendre la dimension qui lui a manqué pour la victoire, parce que la gauche, ce n'est pas seulement l'appareil du Parti communiste, le lourd appareil du Parti communiste, ce n'est pas seulement le lourd appareil du Parti socialiste. La gauche, c'est tout simplement ceux qui ne veulent pas les révolutions, mais qui veulent de profondes réformes, qui veulent aussi dans la politique un petit peu moins de bureaucratie et de technique, mais davantage de sincérité, de fraternité, de solidarité, d'amour, d'imagination aussi. C'est pourquoi je veux parler au nom m'adresser aux jeunes, parce que moi aussi je suis un écologiste. Personne n'a le monopole de l'écologie. On m'a appelé le premier maire écologiste de La Rochelle. Pourquoi? Bien parce que j'ai lancé des affaires concrètes, les vélos, la récupération du papier. Je m'efforce de lutter contre la pollution, de changer l'urbanisme. Tout ça n'est pas facile. Il faut pouvoir exercer sa responsabilité. La richesse de la France, croyez-moi, c'est d'abord le savoir-faire, l'esprit d'initiative des Français, le savoir des Français. Et le vrai changement dans la politique, c'est la nouvelle répartition du savoir, de l'école, de l'enseignement, de la culture, de l'information qu'ils ont monopolisé, accaparé honteusement depuis des semaines. Pour moi, la campagne ne fait que commencer. Je n'ai pas pu parler parce que, soi-disant, j'étais un petit candidat, mais ce sont eux, je ne sais pas pourquoi, si ce n'est pour rester en place, qui se sont appelés les grands candidats. Il faut respirer, il faut un langage nouveau, un visage nouveau, un message nouveau. Eh bien, mon message, et nous le verrons tout au long de cette campagne,
c'est d'abord le message qui consiste à être réaliste, à voir l'avenir en face. Depuis plusieurs semaines, depuis le début de la campagne présidentielle, je sillonne notre pays. J'y ai même rencontré un certain nombre d'entre vous. J'ai vu votre inquiétude, j'ai partagé vos espérances. J'ai vu votre inquiétude. De toutes les forces dont nous disposons, il faut maintenant sortir la France de l'état moral et matériel où l'on mise les personnes et la politique qui nous gouvernent depuis 7 ans. Le désordre est partout. Il est dans le chômage, près de 2 millions de chômeurs. Il est dans la vie chère, vous le savez mieux que personne. Il est dans une société qui rejette sa jeunesse. Le désordre est dans les difficultés que rencontrent les personnes âgées, dans l'inégalité qui frappe les femmes, au travail et dans la vie de tous les jours. Dans l'impossibilité où se trouvent les uns d'emprunter, les autres de se loger ou de payer leurs charges locatives. Le désordre est dans la disparition de 100 000 exploitations familiales agricoles, dans l'accélération des faillites et des liquidations judiciaires. Il est dans la façon dont les travailleurs, ouvriers, employés, cadres sont tenus à l'écart de la gestion et de l'information dans leur propre entreprise. Bref, le désordre est dans l'injustice. Là, le privilège et le luxe insolent, et de l'autre côté, la grande masse des gens, la plupart des familles, qui ont de la peine à joindre les deux bouts. On nous dit, c'est la crise, bien entendu, c'est la crise. Et il est vrai que le monde occidental a quelques difficultés à s'adapter au progrès de la science et de la technique, à faire que l'homme ne soit pas tout à fait écrasé, éliminé par la machine. Et pourtant, ne nous y trompons pas. On ne sortira pas de la crise par les moyens jusqu'ici employés. On ne sortira pas de la crise en demandant les sacrifices toujours aux mêmes. Seul un élan national, la volonté de réveiller les énergies et de donner leur chance à tous. Seul un formidable élan de solidarité nationale nous permettra de reprendre la route. Le corps s'ankylose quand il ne bouge pas. L'eau croupit quand elle ne coule pas. Tout est mouvement dans la vie. 7 ans, c'était déjà beaucoup. Et lequel d'entre vous ne sait pas que 14 ans, ce serait trop? J'ai partagé vos espérances. Et oui, je m'émerveille devant cette volonté de travail, cette capacité de bien faire chez l'ouvrier, encore trop souvent relié à ses chaînes, chez le paysan, qui connaît le poids des saisons et des réalités, l'artisan, amoureux de l'objet, l'entrepreneur qui crée, l'instituteur qui éveille l'intelligence de nos enfants. Je m'émerveille de voir dans les universités de 3e âge les anciens chercher à apprendre, pour peu qu'on leur en donne le moyen. Je m'émerveille de voir ces jeunes exiger, rechercher l'harmonie des choses, plus intransigeants que les autres pour la défense des droits de l'homme. Oui, je le répète encore, je crois aux possibilités de notre pays, à ses talents, à son intelligence, et je me dis, pourquoi tant de recul et pourquoi tant d'échecs? C'est sans doute qu'il faut changer de direction. Voilà pourquoi, candidat des socialistes, candidat de la gauche, seul placé pour l'emporter, j'ai besoin de votre aide. Fidèle à mes engagements, tels que je les pratique depuis plus de 15 ans, puisque j'ai eu le bonheur et la force d'incarner le Rassemblement populaire. Je vous le répète, je n'écarte personne. Et je vous demande seulement de servir avec moi la grandeur du pays. Françaises, Français, on ne vous dit pas la vérité, on vous ment. Parce que je suis un candidat libre à l'égard des partis, je vous dis, moi, la vérité.
le redressement nécessaire de la France est possible à une condition, que vous le vouliez. Vous le savez, le chômage s'accroît, les prix continuent de monter, des entreprises ferment, notre agriculture elle-même est atteinte, vous le savez aussi, l'insécurité gagne la vie quotidienne, la France vieillit, la jeunesse s'interroge, vous le savez enfin, la crise des valeurs est profonde. Cet affaiblissement de notre pays est d'autant plus grave que nous vivons dans un monde difficile et dur, au choc des idéologies, dictature violente, inhumaine contre démocratie, s'ajoute le choc des économies. Une concurrence folle domine le monde, où les monnaies flottent, où le prix du pétrole monte, où les pays qui ne paient pas leur main-d'œuvre condamnent nos travailleurs au chômage. Notre monde souffre aussi du choc des peuples. Face à des peuples pacifiques tels que nous sommes, se lèvent des peuples jeunes, nombreux, conquérants. Mais il n'y a pas de fatalité. Il y a des nations qui s'affirment et des nations qui renoncent. Françaises et Français, vous pouvez être parmi les vainqueurs. Pourquoi? D'abord, parce que vous l'avez déjà réussi. Il y a quelques années, la France paraissait vouée à l'impuissance par la valse des gouvernements, 2, 3, 4 par an. Elle paraissait vouée au déficit de la sécurité sociale et du budget, déjà, à la hausse des prix, déjà, à l'endettement à l'égard de l'étranger, déjà. On disait qu'elle ne pourrait pas moderniser son industrie, son agriculture, ses hôpitaux. On disait qu'elle ne serait jamais une puissance nucléaire, qu'elle ne pourrait pas lancer une fusée dans l'espace. On disait même que le vieux conflit entre l'école laïque et l'école catholique ne serait jamais réglé. Le général de Gaulle est revenu à la tête de l'État et j'ai été le premier de ses premiers ministres. Et tout ce qui paraissait impossible a été réalisé, y compris la paix scolaire. Eh bien, nous pouvons recommencer. Nous pouvons retrouver expansion industrielle et commerciale, prospérité agricole, meilleure situation de l'emploi. Nous pouvons retrouver notre place en Europe et la sécurité de notre vie quotidienne. Bref, nous pouvons reprendre confiance en nous-mêmes. C'est de vous que peut venir le salut. Il n'y a pas une lutte contre le chômage de droite et une lutte contre le chômage de gauche. Il n'y a pas une lutte contre la hausse des prix de droite et une lutte contre la hausse des prix de gauche. Il n'y a pas une politique de droite de la famille et une politique de gauche de la famille. Il y a une politique nationale du redressement économique, social, éducatif, familial. C'est ce qu'en homme libre, en homme d'expérience, en homme de volonté aussi, je vous proposerai dans les jours qui viennent. En refusant le mensonge, en vous disant la vérité, je vous ouvre la seule voie de l'espoir, celle de l'effort sans doute, mais aussi de la solidarité et du succès. Je ne m'adresserai pas à vous d'abord en tant qu'agriculteur, commerçant, artisan, fonctionnaire, retraité, cadre, ingénieur, chef d'entreprise, femme seule, femme mariée. Je m'adresserai à vous d'abord en tant que Français et Françaises. C'est par vous que la France peut retrouver son élan vital, sa force, son rayonnement. Alors, la France, notre patrie, répondra à votre attente et à vos aspirations. Alors, elle redeviendra utile au monde. Faites en sorte que votre vote lui soit utile. Je m'adresse à vous, je fais appel à vous, pour vous servir, pour servir la France. Il y a 4 mois, en annonçant ma candidature à l'élection présidentielle, j'ai adressé une lettre à M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République. Je vais vous la lire. Monsieur le Président de la République, lorsqu'en 1974, j'ai soutenu votre candidature avec tous les moyens dont je disposais,
Je voulais éviter à notre pays l'arrivée au pouvoir des communistes qui utilisaient alors le cheval de Troie de la gauche unie. J'espérais aussi que votre compétence vous dicterait les mesures appropriées pour mettre l'économie française en état de défense devant les périls qui la menaçaient. Enfin, j'étais persuadée que vous auriez à cœur de poursuivre dans la voie tracée par vos deux prédécesseurs l'œuvre de rénovation de notre patrie. C'est parce que je vous ai aidé que je peux vous dire aujourd'hui ma déception, ce que je pense de votre politique et de l'exercice personnel du pouvoir que vous pratiquez. Rien dans vos prises de position officielles ne laissait prévoir que par un glissement insensible mais continu de tout l'ensemble, nous en arriverions à douter de la France et de nous-mêmes. Que votre politique étrangère deviendrait si réelle et si floue, sans que l'on sache si elle est inconsistante à force d'être dissimulée ou le contraire. Que notre force nucléaire de dissuasion serait entre vos mains moyen de publicité ou l'objet d'un jeu télévisé, alors qu'il aurait mieux valu mettre en chantier plus tôt le 6e sous-marin dont la construction avait été décidée par Georges Pompidou. Que notre politique africaine, par ses à-coups imprévisibles, dérouterait tous ceux qui croyaient en la sagesse de la France. Que notre politique économique, confiée à une cohorte de technocrates irresponsables, mais fort imbus de leur science et de leur savoir, deviendrait tellement embrouillée qu'elle décourage par sa complexité et son inefficacité les efforts de ceux qui veulent entreprendre. Que l'administration, laissée sans commandement et sans contrôle par les ministres responsables, s'occuperait de vétilles qui accablent les contribuables et compliquent à plaisir la vie quotidienne des administrés. Que la justice et la police seraient si complexées qu'elles hésiteraient souvent entre sévir ou fermer les yeux, si bien que se faire rouer de coups le soir au coin d'une rue ou être la victime d'un cambriolage ne soulève plus aucune émotion et que seule la mort de la victime, ou pire celle de l'agresseur, excite encore la compassion. La liste est longue de cet effilochage, de notre volonté, de nos moyens, de nos structures et de l'état d'esprit de nos concitoyens. Avez-vous pensé, Monsieur le Président, que la France est faite de millions de braves gens qui croient en elle et pour qui la morale existe encore? Vous a-t-on dit lors de vos dîners chez l'habitant que gagner sa vie, élever sa famille, pouvoir compter sur son épargne et être respecté est le vœu de la très grande majorité des Français? Certes, vous n'êtes pas responsable de tout, mais vous disposez d'assez de moyens pour vous faire obéir si vous le désirez. Nous voulions de la rigueur, nous n'avons eu que du laisser-aller. Nous voulions de la générosité, nous n'avons eu que de la condescendance. Nous voulions du désintéressement, nous n'avons eu que de la désinvolture. Si j'étais seule à éprouver de la déception, je pourrais craindre de m'être trompée. Comme il y a beaucoup de Français qui partagent mon sentiment, Monsieur le Président, je vous le dis tout net, il faut se rendre à l'évidence, vous nous avez trompés. Vous voyez que j'ai maintenant quelques raisons d'être votre adversaire, et avant d'entreprendre une campagne qui sera sans doute rude pour moi, mais qui le sera peut-être aussi pour vous, je tenais à ce que vous le sachiez. Étant donné l'enjeu du débat et la censure indirecte que le pouvoir exerce sur une grande part de l'information, vous souffrirez que je rende cette lettre publique. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, les assurances de la très haute considération que je dois à votre fonction. Voilà ce que j'écrivais à Monsieur Valéry Giscard d'Estaing il y a 4 mois. Voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être candidate, moi une femme, seule, sans parti, sans appareil. Mais si je suis ici ce soir, c'est que vous l'avez voulu, vous et les élus qui m'avaient mandaté pour être ici, car vous voulez la vérité. Eh bien, je vous promets, je vous la dirai, et ensemble, au cours de cette campagne, nous la chercherons. Françaises, Français, mes amis, vous vous préparez à élire votre président de la République. Mon rôle dans cette campagne est d'éclairer votre choix. Constatons d'abord que ce choix, vous le ferez
en toute liberté. Et vous savez que cette situation est rare dans le monde. Pendant la durée de mon mandat, j'ai maintenu la France comme un pays de liberté, malgré les tensions et les violences qui existaient ailleurs. Et si vous me renouvelez votre confiance, je maintiendrai la France comme un pays de liberté. Dans cette campagne, il y a 10 candidats. Vous avez déjà entendu au cours des dernières semaines, vous entendrez sans doute au cours des prochaines semaines, le fait que 9 candidats critiquent l'action qui a été conduite par le président de la République que vous avez élu. Critique excessive, critique systématique, et vous le sentez bien, critique injuste. Il est tout à fait naturel dans une démocratie de discuter et même de critiquer certaines actions qui ont été entreprises. Mais lorsque la critique devient excessive, elle entraîne une conséquence. Et cette conséquence, c'est que dans cette campagne, je suis le seul à vous défendre. Je défends la France. Vous avez entendu la présentation qui a été faite souvent de la politique étrangère ou de la situation internationale de la France. Présentation qui était une caricature, parce que je peux vous dire que la France est actuellement un pays respecté et influent dans le monde. Vous avez observé aussi que ces critiques vous atteignaient vous-même, puisqu'elles niaient votre effort de travail au cours des 7 dernières années. Et je rappelle que pendant ces années, la France a engagé le programme électronucléaire le plus important du monde pour assurer son indépendance énergétique. Je vous rappelle aujourd'hui, où nous venons d'assister au lancement de la navette spatiale américaine, que la France a été, avec les États-Unis et l'Union soviétique, le seul pays à avoir lancé une fusée dans l'espace au cours des 7 dernières années. Je vous rappelle à vous qui travaillez et qui connaissez bien le résultat de votre effort, que les travailleurs français de l'industrie et de l'agriculture exportent individuellement autant que 2 Japonais. Et je vous rappelle enfin que notre pays, malgré la crise, a conduit un effort de solidarité qui est sans exemple parmi les pays occidentaux, en faveur des personnes âgées, en faveur des handicapés, des femmes seules, des familles nombreuses, et en faveur de la revalorisation nécessaire de la condition des travailleurs manuels qui assurent la richesse de notre pays. Tout ceci, vous l'avez fait et je vous en rends témoignage. Puisque ceux qui contestent votre effort ne peuvent pas vous apporter l'espoir, je vous apporterai l'espoir. Je serai le seul dans cette campagne à vous apporter non pas l'illusion, mais l'espoir. Je vous défendrai aussi contre les fausses promesses, contre les illusions, contre la démagogie, dont vous savez bien, parce que toute notre histoire en témoigne, qu'elle ruinerait la France en l'entraînant dans le déficit. Cet espoir que je veux vous apporter dans la campagne, c'est ce que j'appelle l'espoir à la française, l'espoir qui vient de l'alliance, du cœur et de la raison. La France est un pays raisonnable, mais c'est aussi un pays généreux. Et je vous pose la question, que peut le cœur sans la raison? Et que vaut la raison sans le cœur? Nous réunirons les deux. Enfin, je maintiendrai la France en paix. Lorsque je suis entré à l'Élysée il y a 7 ans, moi qui avais connu l'occupation et la guerre, ma première préoccupation a été de maintenir la France en paix. Et je maintiendrai la France en paix par notre effort national de défense et par la poursuite du dialogue. À la fin de cette campagne, c'est vous qui déciderez du sort de la France autant que moi, quelle que soit votre situation, votre condition, votre activité. Et c'est cela, l'honneur et la grandeur de la République. Pour bien choisir l'intérêt de la France, je sais que je peux vous faire confiance. Bonsoir. Mes chers compatriotes, je suis candidat à la présidence de la République. C'est une décision grave. Je m'y suis résolu après mûre réflexion. J'ai 48 ans. Je suis maire de Paris, aussi loin que je remonte dans le temps. Je ne trouve parmi mes ancêtres que paysans et instituteurs,
enraciné dans cette terre de Corrèze dont je suis le député. Mon enfance a été marquée, bien sûr, par la guerre et ses malheurs, et mes études terminées. J'ai été soldat en Algérie. J'ai commencé ma vie publique en 1967, comme ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou. En 1974, je me suis efforcé de tous mes moyens d'écarter le danger que représentait pour la France l'élection du candidat du programme commun. Et ce risque dissipé, j'ai pensé que notre pays reprendrait sa marche en avant. J'ai donc accepté d'être Premier ministre. Et lorsque j'ai constaté que la politique menée conduisait à l'affaiblissement de la France, alors j'ai décidé de me retirer. Et aujourd'hui, j'ai observé que si je n'étais pas candidat, vous seriez contraints au même choix qu'en 1974. Choix désespérant entre une politique qui a échoué, et alors cela représenterait 14 ans, et une politique qui risquerait fort d'engager la France sur la voie de l'aventure. Depuis 2 mois, je parcours nos provinces, de métropole et d'outre-mer. Et j'ai constaté votre inquiétude devant la situation économique qui se dégrade, votre angoisse devant le chômage, la hausse des prix, les inégalités qui s'accroissent et la position de la France dans le monde qui se dégrade. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui le renouveau dans la sécurité, parce que j'ai observé également que notre peuple avait la volonté de faire l'effort nécessaire. Le renouveau, c'est alléger le poids de l'État et de l'administration pour libérer l'instinct de création d'un peuple fort. Seul le progrès économique permettra de réduire le chômage. La sécurité, c'est d'abord la sécurité politique. Élu, je disposerai aussitôt d'une majorité, donc pas de dissolution, pas de trouble, pas de perte de temps. La sécurité, c'est également le respect de la parole donnée. J'ai pris des engagements, j'en ai fixé le calendrier et je m'y tiendrai. Ce programme clair doit être mis en œuvre pour la France. Et pourtant, on essaye de vous faire peur. On vous explique qu'il y aurait comme une fatalité qui vous conduirait à devoir au 2e tour choisir toujours entre les 2 mêmes candidats du passé. Celui dont la politique a déçu et celui dont la politique inquiète. Eh bien, pourquoi votre choix serait-il ainsi limité? Le candidat dont la politique inquiète ne sera pas battu par la résignation. Il le sera, bien sûr, mais par la volonté et l'espérance que je vous propose. Croyez-moi, le moment est venu de tourner la page. Ce qui est important est toujours simple. Si vous voulez le renouveau dans la sécurité, alors exprimez-le dès le 1er tour pour ne pas être enfermé dans le second, dans un choix entre la stagnation ou l'aventure. Mes chers compatriotes, ne vous en laissez pas compter. Vous qui avez confiance dans la France, choisissez l'espoir, choisissez l'avenir.